Bonjour, vous regardez votre émission Côté A. Je suis Rosalina ici, épouse et mère de 3 merveilleux enfants. Depuis la naissance de mon fils aîné, grand est le nombre de fois où je me suis heurtée à différentes problématiques concernant l'éducation et la parentalité. De ce petit bout de chemin est néanmoins ce battement de cœur qui a mené à la naissance du concept Côté A. Côté A, c'est cette émission pour vous comme pour moi, à visée éducative et ludique. Côté A, c'est ce plateau sur lequel nous recevons, avec de merveilleuses chroniqueuses, des invités qui viendront nous parler justement d'éducation et de parentalité. Si je vous dis éducation positive versus éducation traditionnelle ou éducation à l'ancienne ou à l'africaine, que faire? Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le premier homme de l'émission Côté A, le premier homme sur le plateau de Côté A. C'est tout de suite. Ben Bonzin, bonjour. Bonjour aussi. Comment ça va? Je vais très bien. Bon, ça se voit, t'es en bonne compagnie. Bienvenue chez nous en tout cas. Merci. On est tellement contente de recevoir un homme sur le plateau aujourd'hui. Plaisir partagé, Roselyne. En tout cas, franchement, ça fait plaisir. Je vais te présenter du coup le plateau. Tu as à côté de toi Tata Do, c'est Tata Dora. Dora. Ok. Bonjour Dora. Dora qui est notre chroniqueuse bonne valeur. Ok. En face de toi, tu as Elvie Gauthier. Elvie. Voilà, Tata Elvie qui est notre chroniqueuse média. Ok. Et juste à côté d'Elvie, tu as elle aime les sujets qui fâchent. D'accord. C'est Tata Cyrielle. Ok, Cyrielle. Voilà. Avec elle, on parle finance. Ok. On parle super. argent. Je veux dire bonjour Roselyne, bonjour Dora, bonjour Elvie, bonjour Cyrielle. Voilà, tu sais bien, toi. Il a une bonne mémoire. Bonjour à tous les téléspectateurs ou les web spectateurs, si ça se dit. J'aimerais créer le mot. On y va. Alors Ben, on va parler d'éducation positive. Elle est encore appelée éducation bienveillante ou parentalité épanouie. Ceci dit, aujourd'hui, la majorité des parents, beaucoup de parents en tout cas, veulent surfer sur l'éducation positive. Éducation bienveillante, parentalité épanouie, voilà vraiment des expressions que nos parents n'ont pas connues du tout. Eux qui étaient plutôt attachés à ce qu'on appelle l'éducation traditionnelle, la bonne éducation à l'africaine, la bonne vieille école. Je vais te demander déjà ce que toi tu penses de l'éducation positive. Pour moi, l'éducation, ce n'est pas seulement une transmission de connaissances, mais c'est une construction de l'humain. Il s'agit de permettre à ce que la personne qui bénéficie de cette éducation-là puisse être un citoyen, être une personne à part entière avec tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre en société, se sociabiliser. Et après, positif aujourd'hui qu'on a ajouté à l'éducation, c'est un peu comme un effet de mode dans cet environnement, on va dire mondialisé. Le bon sens devait être la chose la mieux partagée. J'aime déjà d'entrée de jeu dire que l'éducation, pour moi, elle doit se rapporter à une culture. Donc l'éducation positive, pour moi, ce serait cet ensemble de connaissances ou d'acquis permettant de construire des citoyens utiles et qui peuvent vivre dans une société en harmonie. Je pense que c'est ce qu'on pense aussi sur ce plateau. Peut-être pas chez nous, mais en Occident, il y a des pédopsychiatries qui sont remplies de parents désemparés. C'est l'enfant qui dicte les règles à la maison. À dire, je ne veux pas manger les haricots verts. Non, je jette mon assiette. Fais-moi mon burger, parce que finalement, c'est l'enfant qui fait le menu de la famille. C'est plus le parent qui décide de ce qu'on mange. Il ne décide même plus de ce qu'on met dans le panier de courses quand on fait ses courses, parce que c'est l'enfant qui définit tout, en fait. Alors, j'aimerais tout de suite mettre quelque chose. C'est une base pour moi. L'enfant, comme tout être humain, a besoin qu'on lui dise ça, oui, ça, non. Parce que l'enfant, comme un vase, on y met autant de choses qu'on veut. Et il y a plusieurs éléments qui contribuent à l'éducation de cet enfant, à la construction de cet enfant. Je ne parle pas que de l'enseignement, je ne parle pas que de l'instruction, je parle de l'éducation. Il y a plusieurs éléments et la famille en fait partie. D'une manière ou d'une autre, l'éducation de l'enfant doit passer par un modèle. On va parler, c'est vrai, mais à un certain âge, l'enfant, il ne parle pas. Mais il voit, il comprend ce qu'il voit, et le message passe par là. Donc, tant qu'on n'a peut-être pas encore commencé à parler à l'enfant, ou que lui-même ne peut pas encore parler, mais il s'exprime et voit, réagit, interagit par les autres sens. Voilà. Et justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, en revenant à la place des parents où
les règles existent. Il existe des règles dans la société, il existe des règles à l'église. Et je pense à la sanction, lorsqu'un enfant ne respecte pas les règles. J'ai récemment échangé avec un parent dont l'enfant adore griffonner sur les murs de sa chambre. On a déjà refait la peinture, il recommence à chaque fois. Et la maman me dit, mais j'ai tout fait. Au début, on a parlé, ensuite on a tapé, mais il a recommencé. Au début, on a parlé plusieurs fois parce qu'on était vraiment sur le mode, il va comprendre. Voilà, on se met un peu dans le mode, justement dans le modèle d'éducation positive où on s'assoit, on échange avec l'enfant. On considère l'enfant comme étant quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui va imprégner l'information et qui ne va pas recommencer en fait. Toi, qu'est-ce que tu penses de la sanction, du fait de taper un enfant? Bon, on va pas... Pas de taper forcément, de punir. J'aime à dire que l'enfant, une fois que le chemin à la base, comme disait quelqu'un, il ne faut pas rater le début. Une fois que le chemin à la base n'est pas bien établi, il va se trouver son chemin à lui seul. Et souvent, c'est difficile de ramener. On ne va pas punir tout le temps un enfant. Et après, j'aime aussi dire qu'il n'y a pas de modèle d'éducation standard pour tous les enfants. À chaque enfant doit correspondre un mode d'éducation. Quand il faut être dur, il faut l'être. Quand il faut parler, il faut. Pour moi, l'éducation, c'est une main de fer dans un gant de velours. Quand il faut durcir le ton, on durcit. Quand il faut caresser un peu dans le sens du poil, on sait le faire aussi. Donc, la punition ne devrait pas être exclue de l'éducation des enfants. Voilà. Oui, je te rejoins totalement et ça rejoint la rubrique qui va suivre. Nombre de fautes, nombre de coups. Alors, rubrique bonne valeur. Dadora, qu'est-ce que tu nous prépares? Aujourd'hui, on parle d'éducation positive versus éducation traditionnelle. Mon avis, c'est qu'il n'y a pas de modèle d'éducation parfait. Dans chaque modèle, il y a des avantages et des inconvénients que chaque parent doit être capable de tirer. Surtout, il faut aussi s'adapter à la personnalité de nos enfants. Sur des enfants plutôt dociles, la punition peut ne pas être utile. Il va absolument falloir être des modèles. Le tout n'est pas d'être le parent autoritaire qui fixe des limites et qui passe son temps à les enfreindre. Il faut montrer l'exemple. Je ne peux pas passer ma journée à crier sur mes enfants et espérer avoir des enfants calmes. Je ne peux pas interdire de manger au salon et passer mon temps à manger au salon. On perd de crédit et c'est difficile de faire passer le message. Une autre petite astuce pour vous les parents, c'est attention aux mots, attention aux paroles que nous prononçons. Parce que, n'oublions pas, on ne construit pas un enfant avec de mauvaises paroles ou des paroles vexantes, dégradantes, blessantes. On ne dit pas à un enfant tu es bête, on ne dit pas à un enfant tu es insupportable. Ces paroles vont s'inscrire en lui. Et on n'aura pas l'effet escompté parce que, in fine, l'enfant va devenir ce qu'on dit qu'il est. L'enfant n'est pas mauvais, c'est les actes qu'il pose qui sont mauvais. À nous de trouver les bonnes paroles pour dissocier les deux et faire passer le message. Troisième petite astuce, chers parents, il faut faire attention au laxisme. On a parlé d'éducation positive. Une des dérives de l'éducation positive, c'est le laxisme. Cette grande facilité à tout laisser passer, à tout accepter. Non, non, non. Souvenez-vous, on a une éducation à donner, on a des limites à fixer. Et j'aime cette phrase qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant ». On ne peut pas opter pour le laxisme et espérer que les règles, les valeurs vont tomber du ciel et s'imposer à lui. Il va falloir faire attention. Quatrième astuce, chers parents, il faut développer une certaine proximité avec vos enfants, leur donner de l'amour, développer une relation de confiance. Là aussi, ça va être un levier qui va vous être utile. Il faut commencer à leur confier des responsabilités assez tôt, créer cette relation où l'enfant sent qu'il ne veut pas décevoir ses parents. Ça va être un réel levier pour pouvoir lui expliquer les choses qui ne vont pas et l'emmener à se corriger. Donc, c'est très bien d'être proche de ses enfants. Il faut cultiver ça. Mais attention, attention, attention. La relation parent-enfant n'est pas une relation de copinage. Cette proximité doit se développer tout en gardant notre position de parent. Nous ne sommes pas copains. Parce qu'il y a un moment où l'autorité va s'imposer
et il va falloir l'imposer sans problème. Et enfin, pour terminer, je vais répondre à une question qu'on s'est posée, la punition. Moi, je dis la punition, oui, mais pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que la punition doit nous emmener à changer notre enfant et à le corriger. Si elle est appliquée n'importe comment, le résultat escompté ne sera pas au rendez-vous. L'enfant va s'habituer à la punition, il n'aura plus de résultat. Il va falloir adapter la punition à l'âge de notre enfant. Aussi, il va falloir expliquer à l'enfant pourquoi il est puni. Parce qu'un enfant, s'il ne comprend pas, et s'il reçoit des punitions en long, en large, en travers, en fait, il ne comprend pas pourquoi il est puni, il ne montre que de la méchanceté, et in fine, ça ne produit aucun résultat. Alors j'espère que ces 5 astuces vous aideront. On est ensemble. Courage. Merci beaucoup Dora, très bonne rubrique. Et pour continuer dans ce sens-là, de bonnes valeurs, on va redemander à l'homme du plateau, je suis tellement contente d'avoir un homme sur le plateau, de nous donner un peu son avis sur l'évolution qu'il y a eu par rapport à l'éducation que nous on a eue de nos parents et par rapport aux parents que nous sommes aujourd'hui. Et je m'en remonterai même un peu plus loin par rapport aux parents de nos parents. Il y a quand même eu une grosse évolution concernant le courant en fait d'éducation. Les grands-parents ont eu une éducation calquée plutôt sur nos cultures avec des sanctions, un peu une rigidité. Et cela a produit une société où il y avait suffisamment de valeurs, où certaines choses, même si elles existaient, il y avait beaucoup de travers, c'est vrai, mais ce n'était pas aussi répandu que maintenant. Eux ont eu nos parents qui, à un certain moment, avec la période coloniale, se sont ouverts au monde. Ils sont allés à travers le monde, dans différents pays européens, américains et asiatiques, ont embrassé aussi un modèle d'éducation qui n'était pas, lui, calqué sur la culture de chez nous, la culture africaine. Ça fait que nos parents ne soient pas toujours de ceux qui, comme leurs grands-parents, pensaient que la rue pouvait aussi éduquer. La rue pouvait aussi emmener cet enfant qui a déconné dehors à la maison et le parent, à la limite, sanctionner doublement l'enfant. Et nos parents nous ont eu. Nous qui sommes nés après les années 80. Aujourd'hui, nous sommes parents. Et donc, nous sommes nés dans un environnement plutôt ouvert au monde, avec ce que nous connaissons, une éducation plutôt modernisée, occidentalisée. Pourtant, nous voyons bien ce que cela produit. La société est un peu plus décadente. La place de l'autorité semble disparaître parce que justement, on ne sait plus à quel moment il faut sanctionner. L'enfant a suffisamment de droits et suffisamment protégé, mais un peu surprotégé par rapport à nos parents. Oui, nous aujourd'hui avons une responsabilité. Ayant vu la société d'avant nos parents ou nos parents et la nôtre aujourd'hui, nous sommes capables de savoir où situer l'aiguille, le curseur pour l'éducation de nos enfants. Entre celle que nos grands-parents ont donnée à nos parents, parce que nous en avons les témoignages, et celle que nous devons donner à nos enfants par rapport à celle que nous avons reçue de nos parents dans un environnement qui est mais suffisamment en mutation. Alors, c'est vrai que c'est assez sensible, c'est assez difficile, mais il faut qu'on ait en tant que parents la capacité de bien se placer et faire les bons choix. Sinon, on est sûr de produire des, entre guillemets, vauriens qui causeront mais suffisamment de tort à notre société. Et eux, reproduiront les modèles. Et ce sera, mais de mal en pis. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, parce que là, ce que moi je comprends en parlant de vaurien, c'est vrai que le mot est dur quand on dit vaurien. Je comprends. Si vous êtes heurté par ça, je suis totalement d'accord avec vous, parce que c'est difficile, mais c'est ce qu'on peut produire, effectivement. Et on peut produire aussi des vauriens qui auront du mal à gérer leurs finances, parce que ils n'auront pas acquis une indépendance financière. On va tout de suite passer à la rubrique finance avec Tata Cyril. Alors, moi, aujourd'hui, dans la rubrique finance, je vais vous parler de l'importance d'aider votre enfant à devenir indépendant financièrement. Beaucoup de parents aujourd'hui se posent la question quand ils ont en face un préadolescent, un adolescent ou un préadulte, de comment parler de l'indépendance financière à ses enfants, comment aider les enfants à devenir indépendants. Et surtout, pourquoi en fait? Il faudrait déjà qu'on se pose la question, on va mettre les bases, et savoir pourquoi il faut faire de son enfant un enfant indépendant.
hormis le fait que vous ne voulez pas que jusqu'à 80 ans, il soit sur vos talons, on va surtout dire que pour les enfants, c'est important de devenir indépendants parce que c'est comme ça que ça va leur permettre de rentrer dans le monde qui les appelle, en fait, une fois adultes ou une fois qu'ils auront quitté le nid de la maison. Et aussi, ça va éviter certaines dérives parce que certains parents peuvent utiliser le fait de donner de l'argent à leurs enfants comme une sorte de chantage affectif ou de contrôle parental qu'ils vont exercer au-delà d'un certain temps, au-delà d'un certain âge. Et ça, bien sûr, ça peut devenir très malsain. Et pour aussi les enfants, d'autres enfants peuvent utiliser ça comme un peu aussi un chantage à l'envers en continuant de rester dépendants aux parents et en évitant en fait de grandir. Alors, ensemble, aujourd'hui, on va essayer de regarder des astuces pour arriver à ce résultat. La première astuce, ce serait d'inculquer à vos enfants la notion et les principes du leadership. Aujourd'hui, on sait que les personnes qui s'en sortent le mieux, les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui ont du leadership. Et pour avoir du leadership, ce sont certaines qualités, on parle souvent de soft skills ou compétences comportementales que l'on peut inculquer à nos enfants, comme être proactif, avoir de l'empathie pour autrui, être créatif. Comme on a dit tout à l'heure, l'enfant vit par mimétisme. Il copie ce que les parents font. Donc, apprenez-lui à acheter des choses utiles, des choses qui pourraient lui servir, comme par exemple des formations, des livres. Si vous lui apprenez ça, il développera des mécanismes et ce seront des choses qui seront ancrées en lui pour lui permettre d'évoluer et financièrement demain d'être beaucoup plus stable. Il faut aussi éviter au maximum d'acheter des choses qui sont pour vous un peu superflues. Je parle d'achat compulsif, par exemple. Vous pouvez le faire, hein, mais l'idéal, ce serait que votre enfant ne voie pas que vous êtes un acheteur compulsif ou que vous achetez des choses qui ne vous servent en fait au final à rien. Ou genre qui dirait, maman, de toute façon, elle a des placards de choses dont elle ne se sert jamais. C'est comme ça qu'on dépense l'argent. Non. N'oubliez pas, vous êtes un exemple pour votre enfant, donc essayez de montrer au mieux ce qui est bon pour lui. Il faut être créatif avec leur argent de poche. Ne pas les protéger contre le processus de gagner de l'argent ou aussi d'en perdre. Bon, ça encore une fois, c'est une redite, on l'a déjà dit ici dans une de nos rubriques. Il faut apprendre à son enfant à gagner de l'argent. Il ne pas faire de l'argent un sujet tabou. Par contre, il faut l'encourager aussi lorsqu'il commence à gagner de l'argent, en mettant par exemple certains mécanismes. Vous pouvez lui dire, ah tiens, si tu arrives à faire ta vente comme tu me l'as dit, et si tu arrives à ramener 500 de ta vente, ben, je vais te tripler ou te doubler le montant. Comme ça, lui, il va voir que quand il produit un effort, il y a quelque chose qui est payé derrière. Ensuite, on encourage les parents à aider les enfants à créer. Encouragez vos enfants à créer. Encouragez vos enfants à développer des choses. Même si demain, ça ne va peut-être pas produire du fruit, mais ça leur mettra en tête un esprit créatif qui va leur permettre de développer leurs capacités au maximum, de développer leurs compétences au maximum. Et ils pourront ainsi tirer parti des compétences qu'ils ont et qu'ils auront identifiées très tôt. On en vient donc à mon sujet numéro 5. Aujourd'hui, on sait tous qu'avec le développement du web et les géants du web comme les GAFAM, donc on dit Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, demain, les métiers d'avenir seront forcément dans le digital. On ne sera peut-être plus sur des métiers plus traditionnels, nobles, comme on dit, comme médecin, juriste, avocat. Et ce seront plus des métiers créatifs qui auront la cote demain. Du coup, nous, ce que l'on conseille, c'est de plutôt développer ce genre de capacité au niveau des enfants à pouvoir monétiser certains de leurs compétences au niveau du graphisme, par exemple, au niveau de la programmation. Donc, pourquoi pas ne pas inscrire votre enfant au prochain cours de programmation qui se passera dans votre ville. Je sais qu'à Pointe-Noire, il y en a eu récemment. Et je sais aussi qu'il y a des cours qui se passent à l'espace du Trentenaire sur la programmation et la robotique pour les enfants. Donc, ce genre de programme, si vous pouvez les trouver dans votre ville, inscrivez votre enfant et développez déjà ses capacités à ce niveau-là. Plus tôt c'est, mieux c'est. Donc voilà, je passe donc à mon dernier point qui rejoint un petit peu ce point-là. Ce serait de dire de ne pas forcer les enfants à prendre un chemin de carrière que vous pensez, vous, être bon pour eux. Bon, on va rester quand même dans des chemins de carrière avec certaines valeurs derrière,
Mais ce qui est important ici, c'est d'encourager les enfants à développer leurs talents naturels, leurs intérêts et leurs habitudes, et à leur faire savoir que c'est OK de faire de l'argent avec ce qu'ils aiment, tant que ça reste quand même de bonnes vertus. Et il ne faut pas les juger aussi selon vos propres critères. Donc, vous dire que oui, mon enfant, il va devenir, je ne sais pas moi, vétérinaire demain, il va devenir médecin, il va devenir dentiste. Parce que ce sont des critères que vous vous seriez imposés ou que c'est une vision que vous avez et que peut-être pas forcément l'enfant a pour lui-même. Aidez-les plutôt à identifier les points forts qu'ils ont et aidez-les à élaborer leur propre chemin vers la richesse, même si cela est à l'encontre de vos croyances vis-à-vis de l'argent. Les gens qui réussissent le mieux aujourd'hui, on le sait, ce sont des gens qui font ce qu'ils aiment. Et ne laissez pas vos enfants prendre du retard par rapport à cela. Donc voilà mon dernier point. J'aimerais quand même avoir sur ce point-là l'avis des autres. Clairement, je suis d'accord qu'on est des coachs de nos enfants et qu'on est là pour les pousser, pour les encourager, pour connaître leur potentiel, pour les emmener au plus loin de ce qu'on a décelé en eux. Par contre, on est les parents. On a une longueur d'avance sur eux. Sur le marché du travail, on est passé avant eux. Après, on est dans la mondialisation, mais on n'est pas à l'écart. Et donc là, on est des conseillers. Un enfant qui vient me dire que sa passion, c'est les otaries et qui veut faire éleveur d'otaries, il n'y a aucun débouché sur le marché local. Je ne vais pas l'encourager. Mon rôle de parent, c'est de lui dire, mon cher enfant, otaries, c'est bien. Mais où tu vois des éleveurs d'otaries, c'est mon rôle. Je ne peux pas me taire. Ce n'est pas de l'oppression ou ce n'est pas de l'imposition. Face à ses choix, en tant que parent, notre responsabilité aussi, c'est de leur dire, mon fils, là peut-être que réfléchis, il y a peut-être un souci. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu veux faire? C'est bien d'aimer, mais c'est important, tu as dit quelque chose de crucial, il faut être capable d'en vivre, il faut être capable de faire de l'argent de ce qu'on aime. Donc le tout n'est pas d'aimer, le tout c'est véritablement, et quand nos enfants ils sont jeunes, sous l'effet de la passion, ils n'ont pas forcément la sagesse et le recul suffisant pour penser à différents paramètres. Je prends un exemple, quand un enfant veut faire le foot, il faut qu'en tant que parent, on regarde d'autres débouchés derrière ça, parce qu'on sait que la carrière du footballeur, elle est limitée. L'enfant, lui, il voit Drogba, il ne voit pas forcément quand il aura 40 ans. C'est à nous, parents, aujourd'hui, de regarder. Tu veux faire du foot? Oui, mais attention, hein, voilà, je te mets les risques en face du métier. C'est mon rôle de parent. Je ne peux pas juste fermer les yeux. Tu rêves de faire des otaries. Pourquoi tu es mon enfant et que c'est ton rêve? Je t'accompagne. Non. Mon rôle, c'est de te dire attention à ce que tu fais. Après, c'est certain, tu assumes les conséquences de tes choix. Il y a un âge où il va falloir que tu t'assumes avec tes otaries. Après, c'est toi qui vois. J'aimerais rejoindre l'avis de Tata Dora. Donc nous avons en tant que parents la responsabilité de mettre notre enfant sur un chemin. C'est vrai qu'à un moment donné, il devra marcher sur ses propres pas, sur ses propres voies, selon ses propres choix. Mais encore, il faut qu'à la base, qu'on ait déjà balisé un peu le chemin. J'aimerais enfin dire que dans l'éducation des enfants, il arrive toujours un moment où ce que nous avons mis dans nos enfants soit confronté ou sera confronté à ce que l'enfant rencontrera dans son environnement de tous les jours ou dans son avenir. Les réalités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Les vérités que nous avons connues aujourd'hui ou que nous connaissons aujourd'hui ne seront pas les mêmes que nos enfants connaîtront demain. Assurons-nous en tant que parents d'avoir semé, d'avoir mis le maximum de background, de bagage qui permettra à notre enfant qu'une fois qu'il sera confronté à son avenir, qu'une fois qu'il devra prendre des décisions sur sa vie, qu'il sache faire le bon choix. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et demain, ça sera comme ça, en fait. L'un n'empêchera pas l'autre. Parce qu'ils sont vraiment dans un monde où ils ont une vision un peu plus large des métiers que nous, on a eu hier. Et que demain, avec cette notion là, de soft skills dont je parlais tout à l'heure, Cyrielle, et cette notion dont Dora parle, justement du côté un peu plus factuel du choix du métier, mais tout ça, ça va s'embriquer. Et en tant que parents, on sera là pour les accompagner, pour qu'ils soient équilibrés dans tout ce qu'ils voudront faire, de sorte à ce qu'ils puissent être complètement épanouis. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on a quand même beaucoup de gens de notre génération qui sont vraiment pas épanouis au boulot. C'est-à-dire qu'ils gagnent peut-être des sous, là, il y a du cash, c'est séculier, c'est bien, on a beaucoup d'argent, mais on reste là parce qu'on a de l'argent, mais in fine, on n'aime pas ce qu'on aime, on n'aime pas ce qu'on fait, en fait. Et l'idée, c'est que, et ce qui va se produire plus tard, c'est que nos enfants seront beaucoup plus libres. Demain, ils feront vraiment des métiers où, ça sera séculier parce que les parents vont les accompagner de sorte à ce qu'ils fassent ce genre de choix-là.
mais qu'à côté de ça, peut-être qu'ils feront des choses aussi qui vont vraiment les épanouir, parce qu'ils auront vraiment cette liberté-là de pouvoir laisser vivre leur talent, leur passion à côté et gagner des sous aussi à travers ça. Voilà. Je sais pas ce que tu penses, toi, Elvie. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport aux parents. De l'éducation de nos parents d'antan, la notion de mission de vie n'était pas en vogue. C'était la notion du devoir. C'était la notion du devoir. Tu vas à l'école, tu finis, tu as le devoir de prendre des responsabilités, tu dois payer, tu dois assumer tes charges, tu prends un travail qui va te permettre de faire ça et tu avances. Tu fais taire toutes tes notions de passion, de talent. On ne connaissait même pas ça. Rares sont les familles qui pouvaient s'appuyer très tôt, reconnaître les talents de leurs enfants et les appuyer dessus. Parce que pourquoi nos enfants sont avec nous jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité, c'est pour travailler tout ça en fait. Or nous, on est comme jusqu'à 18 ans, on ne parle pas de talent, on va à l'école et tout ça, parce que c'est ça et tout et tout. Et puis, bon, 20 ans, l'enfant réalise l'affaire des talents. Bon, je vais parler en lingala, tosutuki, puis il y a une affaire de talent. Bon, c'est ça que tu veux, on commence à rattraper, mais non. Tout le temps que l'enfant est avec nous jusqu'à atteindre 20 ans, c'est le temps de travailler ces choses. Comme j'ai dit, au départ, c'est un potentiel sur lequel on doit travailler pour que ça devienne un talent et le monétiser. Parce qu'il faut gérer les humains, on a mis un système que tout le monde doit suivre, scolarité, travail, tu fais face à tout ce que tu as comme charge. Mais en réalité, la vie n'est pas celle-là. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de temps que quelqu'un doit faire sur Terre. Admettons que tu dois faire que 25 années sur Terre et qu'on te demande de suivre un système classique où et que tu arrives à 23 ans, tu te rends compte, ah mais pouf, moi ma vie c'était pas ça, je devais faire ci. Du coup, tu as que 2 années qui te restent pour commencer à vraiment trouver le vrai sens de ta vie. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir un métier qui va permettre de subvenir à tes besoins et tout. Mais on en vient là parce que très tôt, on n'a pas connu ou su les talents des personnes et on n'est pas entré dans un système automatique de pouvoir faire développer ça pour que quand ils arrivent au niveau où ils doivent maintenant se prendre en charge, il y a déjà cette habilité qui est déjà là et ils peuvent maintenant se prendre en charge. On leur demande de suivre un certain système d'abord et que plus tard, tu peux maintenant le découvrir. Mais si plus tard, c'était trop tard. Donc, moi, je suis vraiment sur la notion qu'il faut comprendre qu'on va dans un monde où les personnes ne vont plus se définir par l'argent qu'ils gagnent. Les personnes vont se définir par ce qu'il y a en eux qui va être manifesté, en fait. Donc, si nous, on fait taire ça pour nos enfants, quelque part, on aura un peu péché. On aura un peu péché. Donc, moi, je pense que le parent, il est là pour mettre cet équilibre-là, mais sans pour autant éteindre la notion de talent. Hier, j'ai suivi un documentaire d'un monsieur qui est connu à travers le monde. Son rêve, c'était de voler. Bon, un enfant va dire, ah, maman, je veux voler. Ah, non, c'est ça, le parent va dire, oh, mais comment est-ce que tu veux voler? Mais en réalité, le rêve de voler, ça lui a permis de devenir basketteur, en fait. Lui, dans ses rêves, quand il voyait qu'il volait. Mais il ne savait pas l'exprimer, en fait. Il ne savait pas que c'était quoi, en fait, voler. Et ses parents l'ont accompagné pour comprendre, voler, là, c'est quoi? Et jusqu'à ce qu'il trouve, au travers du sport, en fait, c'était le faire le dunk, le fait de sauter, de jumper. C'était ça, en fait. Lui, chaque fois dans ses rêves, il voyait qu'il faisait ça, qu'il sautait, en fait, qu'il volait. Donc, moi, je pense qu'il y a cette notion de rêve des enfants, il ne faudrait pas trop l'éteindre. Il faudrait que maintenant que le parent ait la sagesse de savoir gratter derrière. Peut-être qu'il peut te dire, moi, c'est les otaries, mais en fait, poser les bonnes questions. Derrière les otaries, là, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que tu entends par otarie? Ou bien, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Qu'est-ce qu'il y a peut-être une chose dedans, qui ne sait peut-être pas élever les otaries en tant que telles, mais il y a peut-être une chose dedans sur laquelle on pourra gratter pour permettre à ce que ça soit monétisé. Donc, je ne suis pas contre ce que vous avez dit, mais je viens en appui pour dire qu'il y a des choses qui sont très importantes, qui deviennent très importantes, qu'il ne faut pas minimiser par rapport au monde du futur dans lequel on va. Rapidement, introduire ma rubrique culture et médias. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parentalité numérique ou encore parentalité 2.0, 3.0, tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà parlé sur plusieurs émissions ici du nouveau monde numérique. Et comme nous avons
une parentalité, une éducation qui est donnée dans le cadre familial, une éducation qui est donnée dans le cadre scolaire. Il y a aussi une éducation qui doit être établie dans le cadre numérique. Donc le numérique s'est introduit dans nos vies plus ou moins comme ça. Dans le numérique, tout ce que j'entends par numérique, c'est toutes les avancées technologiques et aussi le digital qui est inclus et qui font partie de nos vies. Et il est important aujourd'hui aux parents de comprendre que si j'ai instauré une éducation au sein de la famille ou si mon enfant prend une éducation scolaire, je dois vraiment aussi mettre en place une éducation numérique au sein de ma famille. Voilà. Pourquoi mettre en place une éducation numérique? Tout simplement pour équilibrer les activités des écrans. Donc le numérique, en fait, on parle des écrans. Tout ce qui est écran téléphone, écran télé, écran ordinateur. Voilà, vraiment mettre en place un équilibre total sur tout ce qui concerne les écrans pour mon enfant. Et l'importance de mettre en place une éducation numérique aussi, c'est de permettre à l'enfant de comprendre ce que c'est les réseaux sociaux. Ça permet aussi de comprendre ce que c'est le monde virtuel. Ça permet aussi de comprendre la notion de comment gérer les infos sur Internet, donc les fake news, et aussi de ne pas tomber dans l'infobésité. Donc l'infobésité, c'est le fait d'avoir trop d'informations, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui sont données à longueur de journée, même sans pour autant qu'on puisse les étudier. Le simple fait que l'œil humain, la rétine, soit au contact de tous ces écrits, ça reste dans notre système. Cela me permet d'entrer rapidement sur la définition de la parentalité numérique. Donc la parentalité numérique, c'est la stratégie qu'un parent met en place pour l'éducation de son enfant par rapport aux écrans. Alors, pour cela, je vais vous donner 2 petites astuces. Le premier point, c'est d'instaurer la communication. Comment instaurer cette communication? C'est de comprendre, votre enfant sera forcément intéressé par soit un programme à la télévision, soit un réseau social donné, ou un jeu vidéo qui vient de sortir. Il sera forcément intéressé. Et vous, en tant que parent, c'est avant de pouvoir lui permettre de lui dire ce que vous en pensez par rapport à ce jeu, il faut quand même installer ce qu'on appelle la communication. Que vous le vouliez ou non, nous sommes dans un monde numérique et technologique. Qui dit numérique et technologique dit communication accélérée, parce que dans les infos, on communique, sur les réseaux sociaux, c'est de la communication, à la télévision, c'est de la communication. Donc, il est entouré dans un monde où on communique, et si chez lui, à la maison, ça ne communique pas, il y aura un léger décalage entre la réalité où il vit et la famille où il vit aussi. Donc, c'est important de mettre en place une communication. Et cette communication, vous pouvez vous appuyer sur les centres d'intérêt de vos enfants. Voilà, un enfant a tendance à suivre un dessin animé à la télévision, de comprendre pourquoi il suit ce dessin animé-là. Lui poser toutes les questions par rapport à ça, ou un jeu vidéo, pourquoi il s'intéresse à ce jeu vidéo. Et ça vous permettra là de déceler le centre d'intérêt de votre enfant et d'inclure, pour ne pas qu'il puisse ne vivre que ce centre d'intérêt via les écrans, parce qu'il, figurez-vous, la lumière bleue des écrans développe chez l'enfant une hormone qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, c'est comme quelqu'un qui se drogue. Donc, chaque fois qu'il sera au contact de l'écran, en fait, il voudra assouvir ce besoin de dopamine là, et de la suivre comme quelqu'un qui prend la drogue. Tant qu'il n'a pas que sa dose quotidienne, ça ne sera pas, il ne va pas se stopper. Donc vous, en tant que parent, c'est de comprendre pourquoi telle activité ou tel programme, telle activité numérique intéresse vos enfants. Parfois, si je vais prendre l'exemple d'un jeu vidéo, peut-être ce qui l'intéresse au travers de ça, c'est l'aventure. Le fait que, oui, là, il peut exercer une certaine aventure. Et vous, à contrario, vous pouvez mettre dans le monde réel des activités qui lui permettraient justement de développer cette passion ou bien cette envie de vivre un certain type d'aventure. Donc voilà l'intérêt de comprendre pourquoi vos enfants s'intéressent à telle ou telle activité ou programme ou technologie ou digitale. Le deuxième point, c'est d'instaurer des règles ensemble. Donc, instaurer les règles ensemble, c'est de comprendre que, oui, il y a les jeux vidéo, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux. De dire que, par exemple, à partir de 7 ans, mon enfant, tu n'as pas droit à ci, tu n'as pas droit, que vous établissez ces règles ensemble avec votre enfant et lui expliquer pourquoi. Et le fait de l'avoir fait avec lui, une fois qu'il
il aura atteint où il aura répondu à toutes les conditions qui seront dites, des règles faites ensemble. Il aura cette liberté de revenir vers vous chaque fois pour pouvoir vous dire, voilà, j'ai eu, par exemple, je suis tombée sur un jeu vidéo, maman, il y avait ci, il y avait ça, qu'est-ce que tu en penses, Parce que déjà, vous avez ouvert, le dialogue avec lui au départ et instauré des règles ensemble. Et il aura aussi la culpabilité, s'il en venait d'enfreindre une règle que toi-même tu as validée, quand tu vas l'enfreindre, tu auras cette culpabilité de dire « Ah, mais c'est moi qui l'ai fait avec papa ou bien avec maman, de l'enfreindre, j'aurais un peu ce remords. » Donc, par rapport au numérique, il faudrait comprendre que le monde de demain, il sera digital. On l'a déjà dit récemment avec la génération Z. Il faudrait comprendre qu'il est digital. Empêcher les enfants le digital, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, mais c'est de faire comprendre que Internet, la nouvelle technologie sont des outils importants pour faciliter un peu l'apprentissage ou encore pour faciliter les nouvelles découvertes qui ont été faites. Donc, que l'enfant comprenne que c'est un outil et non forcément que ça implique toute sa vie, en fait. Donc, voilà un peu pour ma rubrique parentalité numérique 2.0. On l'aura compris, les enfants ont donc besoin de limites et de cadres pour devenir des adultes épanouis. Alors, on arrive donc à la fin de notre émission. On va demander à notre invité de nous donner le mot de la fin. Merci Roselyne. Le mot de la fin pour moi, ce serait de dire à tous, les parents d'aujourd'hui et les parents de demain, sans avoir la prétention d'apprendre à la parentalité à ceux qui sont déjà parents, mais juste de rappeler que les vice-parents, ils n'existent pas, les suppléants parents, ils n'existent pas. Nous avons donc le devoir d'assumer et d'assurer notre rôle de parents et aux enfants de suivre ce modèle de parents pour espérer eux aussi être de bons parents. Mixons à la fois l'éducation de notre culture, la bonne vieille éducation traditionnelle, avec les bienfaits de l'éducation positive. C'est comme pour dire, soyons présents pour nos enfants, mais je répète, main de fer dans gants de velours. En tout cas, et j'ai envie de dire aussi que l'éducation dite positive n'est pas scientifiquement prouvée. Donc franchement, faites avec le battement de votre cœur pour vos enfants. Un parent est le mieux placé pour savoir ce qui est le meilleur pour son enfant. On arrive donc à la fin de notre émission. On va donc vous dire au revoir avec une voix masculine. Au revoir. Au revoir.